Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui annonce l'élection du bureau définitif du Sénat pour ce samedi 10 août. Selon le journal, l'opposition a obtenu uniquement les postes des rapporteurs adjoints sur les 7 à l'issue d'une réunion samedi dernier au Palais du Peuple sur l'harmonisation de vues entre les deux forces. Déjà, dès ce lundi 5 août, rapporte les quotidiens. Le début des dépôts des candidatures pour être clôturé les mardis 6 août 2024, tandis que le vendredi 9 août prochain, ajoute les tabloïds, sera consacré à la campagne électorale qui consistera à l'audition de messages des candidats en sciences plénières. Pendant ce temps, Roger Tshisekedi est poussé à prendre le pouvoir, révèle les Congo Nouveau, selon des sources du tri hebdomadaire au niveau de l'IDPS. Personne ne veut entendre parler de la candidature de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. De son côté, les quotidiens constatent l'absence de Jean-Pierre Mbemba lors de la commémoration des Génocoste, même si la raison de son absence n'a pas été portée à la connaissance du public. Les tabloïds croient savoir que cela est dû au passé de celui qu'on appelle affectueusement Baïmoto, en sa qualité d'ancien chef de guerre et chef d'un ancien mouvement politico-militaire, à savoir le MLC. Retour à Kinshasa, une soixantaine de suspects arrêtés en mise à zone, jugés en procédure de flagrance au TGI Gombe. Ces prévenus membres de la force du progrès rapportent des forums des As font partie d'un groupe de 137 personnes arrêtées 2 jours plus tôt par les forces de l'ordre. Évoquant ces procès, Africa News déplore les comportements de Joël Kitenge, avocat et communicateur de l'IDPS, comme il aime se faire appeler, qui n'a nullement apprécié les témérites du général Kilimbalimba, à qui il profère des messages dans sa vidéo scandale. Maître Kitenge, dans sa démarche, qui, selon plusieurs de ses confrères, désacralise la profession d'avocat. Dans les restes de l'actualité, Kinshasa et Zobonga, c'est l'ambitieux programme présenté samedi dernier par Daniel Mbumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous apprend la prospérité. Ce programme façonnera les 4 prochaines années de la capitale congolaise. Ces plans visionnaires dotés d'un budget conséquent de 10,9 milliards de dollars américains s'articulent autour de 11 axes stratégiques clés définis pour améliorer la qualité de vie des Kinois. Sécurité, emploi des jeunes, pouvoir d'achat et salubrité, les priorités de Mbumba à l'hôtel de ville, indique son côté l'avenir. C'est conformément aux dispositions constitutionnelles et légales de la RDC. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Mbumba, a présenté à l'Assemblée provinciale le programme d'action du gouvernement provincial en phase avec la volonté politique nationale qui tire sa source de 6 engagements majeurs ainsi que de 3 initiatives présidentielles prioritaire dénommé Kinshasa Ezo Bonga. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et débat. Grande tribune, nouveau numéro. Au menu, élection au Sénat entre la compétence et les poids politiques, et puis négociation RDC-Rwanda, à quoi peut aboutir la démarche. Quelle analyse faire de ces deux thématiques, mesdames et messieurs? Nous avons sur ces plateaux Messieurs Joseph Débat, il est cadre de l'opposition du parti politique LDG, LGD, pardon, LGD. Alors, cher Joseph, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation, cher Daniel. Je commence par vous saluer mon co-débatteur. Merci. En même temps, saluer les grands publics qui suivent la Grande Tribune, une émission qui apporte beaucoup de clarté dans bien des dossiers nouvelles du pays. Je pense qu'il est ici important de mentionner que nous sommes les défenseurs des valeurs
Et si nous avons l'occasion de discuter de sujets qui concernent l'intérêt général, il faut le faire. Parce que Jean Jaurès disait, les combats, c'est de chercher la vérité et de la dire. Donc en effet, je suis très content de me retrouver ici sur ce plateau pour échanger des nouvelles dont vous avez abordé. Merci beaucoup, vous n'êtes pas seul. Marius Moubalama, il nous fait également l'honneur d'être avec nous. Cher Marius, bienvenue. Merci, M. Dan, merci pour l'invitation. Permettez-moi de commencer à saluer mon co-débatteur ici, avec qui nous allons avoir un moment républicain. Nous allons discuter de pays et bien sûr défendre particulièrement le bien-être de la population. Parce que tout ce qu'on peut faire, si ça ne tend pas à améliorer les conditions de la population, c'est qu'on est dans les folklore. Et par conséquent, ceux qui sont en train de nous diriger, ils sont dans les folklore, dans les populismes. Par conséquent, le bien-être de la population n'est pas au rendez-vous. Vous êtes journaliste, vous pouvez sillonner votre micro et vous allez vous rendre compte que la population croupit tous les jours dans la misère indescriptible. À la population qui est en train de nous suivre, nous disons bonjour. Restez branchés sur les antennes de Congo Belz, qui vous apporte toujours des informations dont vous avez besoin pour savoir comment est-ce que le pays marche. Merci beaucoup, cher Marius. Des thématiques font l'objet de notre échange. Alors, avant d'aborder ces thématiques, est-ce que, cher Joseph, vous avez un avant-goût, une information que vous voulez partager avec nous, avec la population qui nous suit par instant? Alors, un avant-goût, déjà, je suis en train de rappeler au chef du gouvernement, Madame la Première ministre, qu'il ne reste que presque 3 ans et demi, parce que l'année 2028 sera une année essentiellement électorale. Alors, nous ne voyons pas, le peuple ne voit déjà pas, les 6 400 000 emplois être créés. Et ça suscite un peu de la curiosité pour savoir comment est-ce que vous allez y arriver quant à la création des emplois. Parce que jusqu'alors, nous ne restons que dans le populisme, des réunions, ça et là, des photoshooting, c'est vrai, mais la population a évidemment besoin de voir vos promesses inscrites dans le cadre de votre programme de gouvernance, puissent être manifestées, que le peuple puisse vivre cette réalité comme il se doit. Merci beaucoup pour cette interpellation au gouvernement congolais. Alors à vous également, cher Marius, est-ce qu'avez-vous un avant-goût? Oui, je voudrais informer au gouvernement, peut-être il n'a pas cette information, le gouvernement central ici à Kinshasa, que la ville de Bukavu est en voie de disparition. La ville est en train de disparaître, la population elle est menacée. Ça fait plus ou moins 5 ans que chaque jour, ou bien après chaque 2 jours, il y a un incendie de maisons dans la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, il y aurait plus ou moins 2500 ménages qui sont à la belle étoile. Qui ne sait pas à quel sens se vouer. Et j'ai comme l'intention que le gouvernement provincial à Kinshasa est dépassé de ces événements-là. Je vous dis, il ne passe pas 2 jours qu'il y ait un incendie de tout un quartier dans la ville de Bukavu. Imaginez-vous la population avec la souffrance qui est là. Il parvient quand même à se construire un petit logement de fortune. Mais après quelques jours, tout part en fumée et cette population-là se retrouve à la belle étoile. Et dans ces conditions, nous y retrouvons les enfants, nous y retrouvons des personnes vulnérables, surtout les enfants et le vieillard. Récemment, ici, il y a eu concert à Kinshasa où il y a eu 9 morts de Congolais. Nous avions vu le gouvernement central se mobiliser pour savoir la cause de ces morts-là. Et pourquoi pas aujourd'hui, dira 5 ans, le gouvernement n'arrive pas aussi à se mobiliser. Je dis bien le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habitat, le ministère celui qui s'occupe de la SNEL, le ministère des Affaires sociales. Parce que cette population-là a besoin de l'assistance, de l'aide humanitaire pour qu'ils puissent se sentir soulagés, mais également de trouver solution aux problèmes qui se posent. Je vais vous dire ici, monsieur le journaliste, par rapport au constat que moi je fais, que l'urbanisation dans la ville de Bukavu pose problème. Les maisons s'entassent et en plus des maisons construites en bois, en planches, ils se suivent comme si... Donc il n'y a même pas d'avis. Ça veut dire que quand il y a une maison qui prend feu, ça embrasse tout un quartier. C'est toujours les gouverneurs militaires, si je ne me trompe pas. Non, non, ça c'est la ville de Goma où il y a un gouverneur civil. Ah, okay. Je ne parle pas de Goma, je parle de la ville de Bukavu. Okay. Il faudra que le gouvernement provincial puisse prendre conscience parce qu'il s'agit aussi, cela va aussi du bien-être de la population. Mais également, mon frère ici en face vient de parler de la création de l'emploi. C'est là que nous avions fustigé ici le gouvernement et le programme de Mme Souminoua.
Apparemment, il ne connaît pas à quoi le président de la République appartient, à quelle idéologie politique. Le président de la République, son parti, c'est un parti démocrate social. Et dans un parti démocrate social, ils n'ont pas comme objectif de créer de l'emploi, mais plutôt de créer, n'est-ce pas, des cadres propices pour attirer les investisseurs. Et donc, disons, de réguler la vie économique du pays. Mais ce n'est pas au gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas d'entreprise. Ce n'est pas à la fonction publique où il va amasser, il va amener tous les 6 millions, parce que vous avez parlé de 6 millions d'emplois. Ce n'est pas dans la fonction publique où il va amener les 6 millions de Congolais. Il faudrait qu'on crée un climat d'affaires propice, qu'on mette les entrepreneurs locaux et les investisseurs étrangers dans des conditions de travail, ou bien on les évite à être asphyxiés par les impôts, afin que les entreprises soient créées et donner de l'emploi aux Congolais. N'est-ce pas? On doit aussi s'atteler à combattre la corruption. On doit s'atteler à combattre les détournements. Ce sont les éléments qui font assez que les investisseurs ne viennent pas au pays, mais aussi se battre pour rétablir la paix et l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Ni de ces conditions-là, permettez-moi, je suis par là, s'il n'y a pas ces conditions-là, la création de l'emploi restera une utopie. Vous voyez, restera une utopie. Et donc, Madame la Première ministre a intérêt de revoir son programme pour mettre des conditions nécessaires afin que les entreprises soient créées par les entrepreneurs congolais et les investisseurs qui peuvent venir de l'extérieur. Merci beaucoup. J'espère que le climat sera... Parce qu'il y a trop de lourdeur dans ces dossiers, dans ces secteurs-là. C'est la corruption. C'est la corruption. Les impôts, les taxes qu'il y a à payer asphyxient, n'est-ce pas, les entrepreneurs. Il suffit seulement d'ouvrir une boutique à la cité, sur la rue ici. Vous n'aurez pas moins, je vous dis, des 10 taxes qui vont vous tirer vers le bas et le lendemain vous fermez. Or, quand vous créez une unité de production, autour de vous, vous pouvez avoir 5 employés. Et 5 employés, ça fait 5 ménages. Imaginez-vous, il s'agit de ménages qui a 5 personnes. Ça veut dire qu'à peu près 25 personnes sont prises à charge par une seule activité économique. Mais qui sont découragées, n'est-ce pas, par des taxes exorbitantes, par des tracasseries, par de ceci, par de cela. Mais quand il s'agit des investisseurs indo-pakistanais, ils sont toujours soutenus et accompagnés certains par des généraux, certains par des acteurs politiques. Et vous allez voir que les acteurs politiques, ils sont au Soudan, ils se couvrent, n'est-ce pas, derrière les Indo-Pakistanais, derrière les Libanais pour mener leurs activités. Au contraire, les Congolais. C'est pourquoi on a du mal, monsieur le journaliste, à créer une classe moyenne. Or, sans une classe moyenne dans un pays, quelle économie que vous allez construire? Toutes les banques commerciales sont tenues par les étrangers. Toutes les grandes les grands business, les grandes activités commerciales tenues par les étrangers. Les sociétés de pétrole, tu sais, les stations de carburant, pas les extérieurs, pas les étrangers. Il suffit que ces gens-là soient frustrés et on bloque l'économie. Et quand l'économie est bloquée, c'est le soulèvement populaire. Est-ce qu'ils prennent soin de tout ça? C'est ça le problème que nous avons au pays. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous débutons avec notre première thématique. La question est posée au Sénat, la course est lancée. Alors, entre la compétence et les poids politiques, votre analyse, cher Joseph? Bien, merci pour la parole accordée, cher Daniel. Il faut commencer par préciser ici que il est très délicat et difficile de commencer par parler de la compétence au Sénat, au vu de la circonstance qui nous a amené à voir les élections des sénateurs. Vous comprenez? Le processus électoral de l'élection des sénateurs était déjà au départ trempé de la corruption. Ce qui est difficile aujourd'hui d'établir sur la compétence de ces sénateurs, parce que nous savons, certains ont tenu discours pendant la campagne, mais c'était catastrophique. Catastrophique. Mais ils sont au Sénat, grâce à des lobbies que vous connaissez. Mais cependant, ici, le Sénat était considéré jadis comme une chambre des intelligences, de l'expérience. Des gens qui ont vécu, mais les gens qui ont non pas seulement le besoin de s'enrichir et d'avoir une obésité financière quelconque, mais c'était des gens passionnés de voir le Congo aller de l'avant en prenant des décisions sur les lois, mais aussi sur les entreprises publiques, afin d'améliorer les conditions
n'est-ce pas, de tout ce qui se passe en RDC, notamment l'exécutif et tout ce que vous voulez. Okay. Mais cependant, aujourd'hui, nous avons la malchance d'avoir des élus qui se font élire par des mécanismes que vous connaissez de la corruption. Que devons-nous entendre en réalité de ces Sénats? Donc c'est compliqué avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Tout est permis. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris comme quoi nous poussions avoir quelqu'un qui n'a même pas de compétences être élu président de l'Assemblée, qu'est-ce que je veux dire, la Chambre haute. Parce que c'est un membre de X parti où il y a un poids politique. C'est-à-dire qu'il est compliqué que nous puissions agir aujourd'hui rationnellement, d'autant plus que nous venons des élections bâclées, pour avoir des représentants qui méritent, des représentants qui ne jurent que sur le leadership de qualité, afin de gérer cette chambre haute, considérée chambre des sages jadis, pour influencer les décisions positives qui vont agir pour l'intérêt de la nation. Et donc, en effet, vous n'êtes pas surpris comme moi que l'UDPS aujourd'hui réclame la candidature d'un membre de l'UDPS. Et c'est ce qui pose aujourd'hui, c'est ce qui amène les Congolais à se poser beaucoup de questions sur les bulletins de santé du président de la République. Pourquoi l'UDPS s'acharne autant que ce soit une autre candidature, je veux dire la candidature de Samalou Konde ou de X, à la place d'un membre de l'UDPS et de surcroît la famille du président de la République. C'est quand même un parti au pouvoir. Non mais écoutez, le parti au pouvoir... Première force politique, que voulez-vous? Le parti au pouvoir a fait une coalition politique avec plusieurs autres partis afin de créer l'Union sacrée. Oui. On sous-entend que c'est une famille politique. Ne parlez pas seulement de partis politiques, mais la famille politique UDPS est alliée, peut aligner des gens au niveau du Sénat. Mais pourquoi l'UDPS, un parti au sein de l'Union sacrée, exige à ce que ce soit un membre de l'UDPS, mais aussi le frère propre au président de la République? Ça envoie le peuple à réfléchir sur qu'est-ce qui est en train de se préparer, parce que vous savez bien comme moi que les successeurs constitutionnels, dans le cas où le président de la République est empêché, c'est le président du Sénat. Oui. Mais vouloir à tout prix que ce soit quelqu'un de l'UDPS et de sur quoi, membre de la famille présidentielle, est-ce que ça voudrait dire que le président de la République serait probablement en train d'être désaffecté? Personne ne sait. Mais ça laisse des questionnements dans la tête des Congolais. La crainte est à quel niveau aussi? La crainte aujourd'hui, oui. La crainte aujourd'hui, c'est déjà là. Nous avons affaire à des dirigeants qui ne démontraient pas à suffisance ce à quoi le peuple s'attendait. Vous voyez, aujourd'hui, le destin de notre nation de grandeur, je vais dire, ces destins-là est bafoué, ces destins-là est sur terre. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne se retrouvent pas avec le gouvernant en place. Ces gouvernants agissent non pas pour l'intérêt de la nation, mais ils agissent par contre pour l'intérêt personnel. Voilà pourquoi les partis politiques exigent des postes de gouvernance, des postes dans des sociétés publiques, justement parce qu'ils doivent d'abord voir les propres intérêts particuliers des X et des Y. Et donc, en effet, nous, les dangers, ce serait celui de s'imaginer que le fait que l'UDPS puisse insister sur la candidature du président de la République, c'est soit un petit souci ou une malaise qui se profile déjà à l'horizon, proche. Donc voilà les soucis. Il faut que ce soit clair. Donc selon vous, il n'est pas question de compétences, mais de positionnement politique, si nous comprenons bien. Non, mais actuellement, avec les dirigeants, je vais parler ici des sénateurs élus dans des circonstances que vous connaissez, les conditions, il est très difficile de tabler sur la compétence. Vu les parcours des leaders, vous comprenez, de ces acteurs. Il est difficile de tabler sur la compétence, or que normalement, la chambre est haute. Considérée jadis, je le dis bien parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, comme la chambre des sages, des gens aguerris. Vous avez demandé de laisser la chance à la jeunesse aujourd'hui, vous revenez encore. Non, écoutez, la jeunesse ne peut pas inventer la roue sans se faire accompagner de la vieillesse. Nous avons les Munkamba là-bas. Non, écoutez, il faut avoir
d'une part les jeunes, mais aussi avoir des gens expérimentés en la matière pour, n'est-ce pas, nous guider dans des décisions sages à prendre. Et donc, en effet, vous savez très bien que ces dirigeants, ces politiques, ils ont tout fait pour bâcler les élections, faire tout ce qui s'est déroulé, que nous avons vu, au fin d'aboutir à ce que nous avons aujourd'hui comme représentation de la Chambre haute en RDC. Et donc, en effet, nous espérons bien que les choses puissent peut-être aller d'une autre manière, mais c'est difficile de croire et de s'imaginer que l'on agira en fonction de la rationalité. Ah oui. Ça, c'est difficile. Parce que les gens qui ont été élus sénateurs sont passés par des mécanismes et des corrections que vous connaissez. Merci beaucoup. On revient pour analyser la monture proposée par l'Union Sacrée. Alors, à vous également, cher Marius, comment avez-vous analysé cette situation? Vous savez, le climat d'abord au sein de la famille politique près du chef de l'État. Mon co-débatteur l'a déjà dit ici. Que les conditions dans lesquelles le Sénat, n'est-ce pas, a été installé, a été voté, laissent à désirer. Ça veut dire que nous, population, nous n'entendons pas beaucoup de choses de ce Sénat-là, parce que le Sénat, la façon dont les élections... Donc, la corruption a été décriée par tout le monde. Beaucoup de candidats ont retiré leur candidature parce que la corruption était à ciel ouvert. Vous vous souviendrez que Kofi Olomide, n'est-ce pas, était candidat en Équateur, mais il avait retiré sa candidature parce que l'argent circulait et lui ne pouvait pas supporter cet état de choses. Il s'est dit non, moi je retire ma candidature, je ne suis plus candidat. À vous entendre, est-ce que le Sénat n'a pas sa raison d'être? Bon, j'y reviendrai avec... Ça c'est une autre question. Maintenant, vous savez que le Sénat, en 2015, le Sénat nous avait sauvé la République. Quand la famille de Kabila voulait changer la constitution, et je crois c'était le président Kengo Adondo qui était au Sénat, qui était président du Sénat, qui n'était pas de la famille politique de Joseph Kabila, mais qui a travaillé 12 ans durant en bonne collaboration. Parce que quand on est président du Sénat, président d'une institution, on ne fait plus partie d'un parti politique. On vient travailler pour la nation. Vouloir que ça soit un fils, par exemple, de l'IDPS, alors qu'à l'IDPS, on a comme l'impression qu'il n'y a plus de cadres. Ceux qui ont combattu à côté de musées de Tshisekedi, les compétents qui ont été autour de lui ont été mis à côté. Et on est allé prendre des gens qui n'ont pas participé au combat de l'IDPS qu'on a amené à côté du président de la République, qui sont en train de travailler, qui ne connaissent pas les ABC de l'IDPS. Le président Kengo Adondo avait sauvé la République dans le sens que la famille de Kabila voulait changer la constitution et amener Kabila à 3 mandats. Et à l'Assemblée nationale où Kabila était majoritaire, avait déjà voté la loi pour faciliter Kabila à passer à un autre mandat. Mais arrivé au Sénat, et avec la pression populaire, M. Kengo Adondo avait bloqué la manœuvre venant de l'Assemblée nationale pour sauver la République. Et voilà aujourd'hui, c'est grâce à ça que nous avions eu la passation pacifique des pouvoirs et qui a amené Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Ça veut dire que si l'IDPS n'a pas, n'est-ce pas, de la compétence à son sein... Le problème d'abord, c'est être de la famille biologique de Félix Tshisekedi ou d'être cadre de l'IDPS? Quel est le parcours du candidat de l'IDPS? Le candidat que l'IDPS est en train de promouvoir dans l'IDPS. Le nom de Roger Tshisekedi, dans le combat de l'IDPS, où est-ce que vous l'aviez entendu? C'est ça le grand problème. Mais également, c'est qui tique. Monsieur Roger, il n'est pas élu. Il a été le suppléant de Kapound. Maintenant, imaginez-vous, de Kabouya, plutôt, permettez, de Kabouya. Imaginez-vous maintenant, quelqu'un qui ne s'était pas présenté physiquement lui-même aux élections, qui se retrouve là parce que Kabouya s'est décidé de siéger à l'Assemblée nationale et c'est lui qu'on veut promouvoir au poste du président du Sénat. Je ne veux pas dire ici qu'au Sénat, il n'y a pas de compétences. Au Sénat, il y a des compétences. En dehors de M. Roger Tshisekedi, en dehors de Sama, parce que Sama aussi n'a rien produit au gouvernement. Il a été l'ombre, n'est-ce pas, du président de la République au gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on ait encore quelqu'un qui ne va pas aider la nation durant les 5 ans ici. Nous avons besoin de Congolais. Et ils sont au Sénat, capables et compétents. Par exemple, qui je ne suis pas ici pour citer les noms, mais ils sont là. Qui peuvent travailler pour le bien-être de la République. Il ne faut pas voir d'abord les défauts constitutionnels du chef de l'État. Parce que quand on met cet aspect
en avant-plan. C'est pour dire que le chef d'État ne va pas terminer son mandat. En quelque sorte. Oui. Alors qu'il a été élu pour 5 ans. Et nous souhaitons tous qu'il puisse terminer son mandat. Alors il peut travailler avec un autre Congolais pour l'accompagner, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes des Congolais. Nous ici, nous l'avons toujours dit, le bien-être des Congolais. Oui. Et nous avons aujourd'hui des chambres pour que les lois soient bien contrôlées, pour que les lois répondent aux aspirations de la population. Et c'est pourquoi vous avez l'Assemblée nationale. On vote les lois, n'est-ce pas? Et ça passe au Sénat pour validation. Quand ça ne passe pas au Sénat, c'est pourquoi là-bas on dit que la chambre haute, c'est la chambre de la sagesse. Ce sont des sages, de personnes expérimentées. Mais malheureusement, dans les conditions des élections que mon confrère ici a décriées, a permis à n'importe qui à se retrouver dans cette chambre-là de luxe. Et donc, nous voudrions dire ceci, messieurs les journalistes, que l'IDPS, que l'Union sacrée nous arrête ce genre de théâtre. Le même théâtre ici, nous l'avions vécu, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Pour se choisir le speaker de l'Assemblée nationale, il a fallu des manœuvres dilatoires et ça a pris du temps. Consultation. Il ne faudrait pas que ce soit encore le même cas pour le Sénat. Qu'ils aillent, ou bien qu'ils laissent tout sénateur qui a, n'est-ce pas, la volonté, ou bien qui a de l'expérience, ou bien qui veut se présenter, qui se présente et que le maire puisse l'emporter. Si c'est Roger Tshisekedi qui va l'emporter, où est le mal? Si c'est Sama Lukonde, où est le mal? Ou bien si c'est un autre. Mais vouloir imposer et dire que non, ça doit être tel, parce que c'est l'IDPS qui est... Aller aussi de manière dispersée à qui ça va profiter. Voilà pourquoi ils imposent. C'est toute une famille, M. Joseph l'a dit. C'est une famille qui s'est concertée. L'IDPS, apparemment, n'était pas mais il n'était pas préparé pour gouverner le pays. Dans tout ce qu'ils font, des mauvais, ils copient l'Union sacrée. Non, les FCC. Tout ce qui est mal, ils copient ça à l'Union sacrée. Pour trouver justification à leurs échecs, ils pointent du doigt à l'Union sacrée, au FCC. Mais s'il y a quelque chose de bien qui a eu au FCC, qui copie ça. Les sénateurs là peuvent, n'est-ce pas, surprendre l'UDPS. En 2006, on avait des candidats. Et le PPRD avait porté son choix sur Cheo Kitundu. Et avait dit Cheo Kitundu ou rien. Et il y avait des tractations à l'intérieur de là. Il disait Cheo Kitundu ou rien. L'MLC présente la candidature de Kengwa Dondo. Alors que l'MLC était minoritaire. Au Sénat, c'est le PPRD qui était majoritaire. Mais par surprise, c'était Kengwa Dondo qui a remporté. Et je voudrais assez que cette expérience-là puisse encore se reproduire dans l'actuel Sénat pour que nous puissions avoir la compétence qui va travailler pour la nation. Durant les 12 ans, Kengo Adondo a travaillé pour le bien-être de la population au Sénat. Et comme je vous ai dit, il a sauvé la République en 2015. Merci. Pendant que l'Assemblée nationale était prête à laisser la voie ouverte à Kabila pour un 3e mandat, mais Kengo a dit niet. Nous respectons la Constitution. Mais la logique ici à l'IDP, c'est de dire que non, les deux faits constitutionnels du chef de l'État, c'est le président du Sénat. À l'absence du président, c'est lui. Alors par conséquent, il faut donner ça à son frère. Le pays ne se gère pas de la sorte. Merci. Le pays ne se gère pas de la sorte. Ouais. Et si on décidait aujourd'hui de donner à l'IDPS la gestion de tous les pays, quel sera le sort de notre pays? Parce qu'à l'IDPS, il n'y a pas de la compétence. Mais il n'y en a pas. À l'IDPS, il n'y en a pas. Dis-moi, quelle est cette institution-là gouvernée par l'IDPS? Parce qu'ils disent que, vous savez que Mme Soumina n'est pas de l'IDPS. Elle est de l'IDPS. Mme Soumina n'est pas de l'IDPS. Mme Soumina, elle est venue du Balou. Vous ne le savez pas. Avant d'adhérer à l'IDPS. Il n'a jamais adhéré à l'IDPS parce que quand il a été candidat, il avait même lamentablement les choses aux élections à la députation nationale. Il a été du FPI. Il n'a pas postulé à l'IDPS. C'est pour dire quoi? Ça veut dire qu'à l'IDPS, il n'y a pas de la compétence. C'est pourquoi ils cherchent à faire ils sont en train de s'embrouiller. Et dans cet embrayement, ils créent de la frustration au sein de l'Union sacrée. Et cette frustration-là ne leur permet pas de bien travailler, de bien gouverner le pays. Merci beaucoup, cher Marius. Alors, du point de vue monture, cher Joseph, quelle est votre lecture? Vous avez vu, on propose Roger Tshisekedi pour prendre le président, et Sama Lukonde, premier vice-président, et Bati Lukwebo, deuxième, si je ne me trompe pas. Mais ils ont mérité. Bati Lukwebo qui a beaucoup plus d'expérience parce que vous parlez des compétences.
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse le peuple congolais, ce n'est pas la tête des individus. Ok. Ce qui intéresse les Congolais, il peut s'agir de n'importe qui, mais quelqu'un qui prône les valeurs, qui a de l'expérience nécessaire à pouvoir guider cette chambre, jadis considérée comme la chambre des intelligences, la chambre des sages, la chambre qui pouvait prendre une décision au-delà du fait que le député dise un mot, comme vient de le dire mon frère tout à l'heure. Je pense que Léon Kengowa Dondo n'était pas à l'époque membre du parti du président de la République. Oui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'UDPS est en train de sanctifier Joseph Kabila. C'est grave. Mais je vous dis, Pas Kabila a travaillé avec Kengo. Kengo n'était nécessairement pas membre du parti de Kabila. 12 ans d'Iran. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut nous dépassionner de manière à voir d'abord l'intérêt de la République et pas nos intérêts mesquins et propres. Vous comprenez? La nation aujourd'hui, les institutions de la République, pour se définir être fortes, elles doivent être dirigées par des personnes compétentes, aux expériences matérielles, comme ça que vous pouvez voir. Parce qu'au-delà de tout, c'est pour d'abord l'intérêt général. Quand l'on amène des sénateurs au bureau et tout le reste, c'est pour avoir une équipe représentative qui sait prendre des décisions rationnelles afin de guider cette chambre haute à pouvoir diligenter et assurer un contrôle parlementaire des qualités à l'exécutif. C'est un pouvoir législatif qu'il faut préciser ici. Mais au moment où nous sommes en train de, par exemple, aligner les frères du président, Oui. il y a Anguille Souroche. Pourquoi on a exigé seulement que ce soit les frères du président, qui est d'ailleurs suppléant de M. Kabouya, postulé comme président du Sénat? Est-ce qu'on est en train de nous préparer à un spectacle donné sur la suite de la gouvernance de l'UDPS? Qui sait? Est-ce que ceci voudrait dire que la santé du chef de l'État se détériore davantage? Non. Qui sait? Alors que d'ailleurs, très récemment, on venait de nous publier officiellement, avec légèreté, les bulletins de santé du président de la République. Où a-t-on vu ça pendant les 18 ans de Kabila? Pensez-vous que Kabila n'est jamais tombé malade? Pensez-vous que Matata Ponyo n'est jamais tombé malade? Mais ce sont des responsables d'État où on n'expose pas les vies privées comme ça. On parle même de surcroît dans le communiqué d'une hernie discale. Mais ça, c'est nous exposer, oubliant que nous sommes un pays en état d'agression. Voilà la réalité. C'est qu'aujourd'hui, la position de l'UDPS face à la réalité électorale du bureau de la Chambre haute est en train de nous... Non, mais quelle transparence? Quelle transparence, mon frère? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs membres de l'Union sacrée au Sénat. Mais toutes ces personnes-là ne sont pas à mesure de faire les choses dans la clarté. Non, mais ce n'est pas ça. Les ambitions cachées de l'UDPS expliqueraient quelque chose qu'aujourd'hui la population est en train de se demander sur la suite de la santé du président que nous souhaitons prompt rétablissement. Vous savez, c'est là, cette position-là, qui démontre à suffisance qu'il y a un agenda caché. Sinon, on laisserait un autre candidat de l'Union sacrée, évidemment, parce que c'est une famille politique, à pouvoir candidater. Il y a une polémique autour. À pouvoir candidater, je vais finir, à la tête de l'équipe dirigeante, n'est-ce pas, de la Chambre haute. Il y a les doyens comme les Jonas Mukamba, il y a les autres. Mais ils sont de l'Union sacrée. Ce sont des sagesses. Laissez-les postuler. Mais pourquoi on exige le frère du président? Je vous ai dit que derrière cet agenda, on suppose que l'IDPS est en train d'agir dans le schéma où les successeurs constitutionnels du président de la République, c'est les présidents du Sénat. Et si jamais on ne le souhaite pas, malheur arrivé, on veut bien que l'IDPS puisse continuer à gouverner le pays, même si c'est un remplaçant du président. Pour honorer les noms Tshisekedi, qu'on veut peut-être nous faire parvenir le... Mais ça veut dire quoi, honorer les noms Tshisekedi? Dans un pays à plus de 100 millions d'habitants, certains qui meurent au jour le jour. Mon frère l'a dit à l'introduction.
Nous avons vu la première ministre diligenter rapidement, convoquer une réunion d'urgence, parce qu'il y a eu 6 morts au Stade des Martyrs, ou 9 morts au Stade des Martyrs. Mais combien de gens meurent à l'est du pays? Combien de gens sont tués au Bandundu? Combien de fois nous avons eu des réunions d'urgence convoquées? Non, mais quelque part, la légèreté de nos dirigeants nous laisse imaginer qu'il n'y aura pas grand-chose avec ces pouvoirs en place. Et donc, en effet, nous pensons que la tête des gens, parlant de cette question de l'équipe dirigeante de la Chambre haute, n'a pas importance. Les plus importants devait être que nous puissions tabler sur la compétence, l'expérience, mais aussi la passion de servir la nation, au-delà du fait que nous ne puissions pas oublier que ce qui a amené ces élus-là à être à la Chambre haute, nous n'avons pas oublié la corruption là. Merci. Nous n'avons pas oublié ça. Merci. Merci beaucoup, cher Joseph. Je pense qu'on prend la deuxième thématique, négociation RDC-Rwanda, à quoi peut aboutir la démarche. Cher Marius, des négociations, début du cessez-le-feu, c'était hier, mais on nous annonce qu'il y a quand même des violations par-ci, par-là, où les M23 n'est pas concerné par cette démarche où on cherche à tout prix qui est cessez-le-feu. Alors, à vous également, cher Marius, quelle est votre lecture quant à cette question? Merci beaucoup, monsieur Dan, encore une fois de plus. J'ai eu l'occasion de suivre les déplacés de guerre qui sont dans des différents camps de déplacés dans le Nord Kivu. Quand vous les entendez parler de cette trêve-là, cette trêve humanitaire, d'où il y a des négociations, quand ils parlent, vous sentez qu'ils n'ont qu'une seule rempart, c'est le FARDC. Ok. Et à chaque fois qu'il y a des négociations qui sont lancées, à chaque fois qu'on lance le cessez-le-feu, c'est à ces moments-là, n'est-ce pas, que le rebelle avance. Ça veut dire qu'ils sont dans la logique des négociations, mais de l'autre côté, ils sont dans la logique aussi des conquêtes des espaces, de récupération. Tandis que nous, on reste dans la même logique des négociations. Et cette guerre ici, dans la logique de Kigali, ne finira jamais avec des négociations. Et quand ça finit avec des négociations, c'est la RDC qui fera des concessions. Et cette concession-là va permettre encore davantage que nous soyons infiltrés. C'est là que nous avions dit, toujours sur les plateaux de télévision, qu'il serait impérieux, n'est-ce pas, d'investir beaucoup, n'est-ce pas, dans nos FARDC. Nous sommes le seul peuple, nous Congolais, à accepter de mourir pour l'intégrité de nos terres, de notre territoire. Récemment, ici, nous étions encore à Luanda pour des négociations. Le M23 a avancé. Il n'y a pas plus qu'hier. Pas plus qu'hier, après la prolongation des trêves humanitaires, pas plus qu'hier, la cité d'Ishasha est tombée. Et cette cité-là, elle est à frontière avec Ouganda. Donc ça donne encore facilité à l'Ouganda de donner plus de soutien aux rebelles de M23 et de l'AFC. Et donc, à l'interne ici, il y a d'abord un problème. À un moment donné, le gouvernement doit s'asseoir et discuter à l'interne. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos forces armées de la République démocratique du Congo soit efficace sur le terrain. Et c'est ça que le docteur Denis Mukwege avait dit par le passé. Le vice, qu'est-ce qui constitue ce vice-là dans notre pays? Ce sont les détournements, ce sont la corruption, ce sont les impunités. Ouais. Imaginez-vous un militaire qui part au front et qui laisse sa famille affamée. Il est corruptible sur le terrain. Il ne sera pas efficace. N'est-ce pas? Je vous rappelle encore, il faut encore remonter dans l'histoire. En 1996, lorsque l'AFDEL entre, le militaire de Mobutu, formé, expérimenté, mais affamé, face à des Kadogo, non expérimentés, non formés, les expérimentés ont fui. Pourquoi? Parce que ces Kadogo-là étaient bien payés. Parce que ces Kadogo-là mangeaient bien. Ouais. Et ici, on doit mettre en exergue notre armée. On part en négociation, mais de l'autre côté, on est actif sur le terrain. Lorsque on prend une de nos territoires, que la FARDC puisse se déployer pour récupérer ça. Vous vous imaginez que depuis que Nanga et l'Investoire sont à musique,
et ils prennent des territoires, aucun territoire n'a été récupéré par nos forces armées. Et c'est ainsi que je salue encore ce sens patriotique, n'est-ce pas, de la population de l'Est. Parce que ni t'étais la population de l'Est, le pays serait déjà balkanisé. Ni t'étais la population de l'Est, Azarias allait arriver à Kinshasa et chasser et prendre peut-être le pouvoir. Mais cette population-là, ils se mettent ensemble pour contrecarrer, n'est-ce pas, l'avancée des rebelles. Et cette population qui souffre aujourd'hui, qui meurt aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est pourquoi on doit organiser encore de nouveau notre justice. Le président de la République avait bien décrié, il avait bien dit, il avait fait un bon diagnostic que notre justice était malade. Qu'est-ce qui est malade en réalité dans la justice? Ce n'est pas le système, ce ne sont pas les textes. Ce sont les hommes qui ne sont pas pris, qui ont été paupérisés par les pouvoirs passés de Kabila. Et ces pouvoirs ici les a encore enfoncés dans la pauvreté davantage. Il faudrait que le magistrat et le supplétif, n'est-ce pas, de la justice soient mis à l'abri de tout besoin. Qu'ils soient mis à l'abri de tout besoin. Nous, quand on grandissait, là où, dans la ville de Bukavu, les belles maisons appartenaient aux magistrats. La belle cité de la ville, c'est le magistrat qui y vivait. Les belles voitures appartenaient aux magistrats. Pourquoi? Parce que l'État donnait les moyens. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, on se bat dans les dessins avec un magistrat. Un magistrat est insulté par le receveur. La noblesse de ce métier-là n'existe plus. Et un métier comme ça, il ne peut pas produire un bon travail. Et c'est tout ça qui tire vers le bas, n'est-ce pas, notre armée. Notre armée est infiltrée. Et cela, c'est connu, ça a toujours été décrit depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Mais on peut dire qu'on n'a pas vu des avancées pour extirper de notre armée ces infiltrés-là. Mais on s'est dit seulement qu'il y a des infiltrés, qu'il y a des infiltrés. On n'a jamais vu, n'est-ce pas, des grands procès contre ceux qui détournent la ration des militaires, ceux qui détournent le prime des militaires. Donc, on doit tout faire pour donner au FARDC les moyens nécessaires. Mais également, qui sont les personnes que Kinshasa envoie en négociation? Donc, selon vous, le problème n'est pas la négociation, mais le problème est beaucoup plus à l'interne, c'est ça? Le problème d'abord, donc, le problème est d'abord à l'interne. C'est ça la question que je me pose. Quand nous allons en négociation, qui sont les négociateurs congolais face aux négociateurs du Rwanda? On dit c'est la RDC qui est aux négociations. Apparemment, nous nous trouvons tous dans la position de faire des concessions et non pas les Rwandais. Et c'est là que je mets en cause aussi la communauté internationale. Parce que la communauté internationale est complice. C'est à chaque fois que la RDC veut monter en puissance qu'ils lancent des trêves. Et quand il y a des trêves qui sont lancées, le rebelle ne respecte pas et à la suite, il n'y a aucune sanction contre ceux qui sont derrière ou bien les rebelles. Récemment, il y a Nanga qui a été sanctionné. Ils ont été sanctionnés. Mais Nanga, celui qui vient de prendre la cité du Chacha. On est dans quoi? À quoi est-ce que la communauté internationale est en train de jouer? Et donc, je pense que la République démocratique du Congo doit être sérieuse. Merci. Trouver de bonnes personnes pour ces négociations. Merci. Parce qu'apparemment, les personnes qui vont en négociation ne sont pas en train d'aider le président de la République. Le président de la République n'est pas un super homme qui doit avoir tous les éléments. Les éléments doivent lui être fournis par son équipe. Merci. Mais quelle est cette équipe-là? Et cette équipe-là a la maîtrise du conflit. Parce que le conflit que nous vivons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 1994, voire même depuis 1954. Lorsque les groupes de Kagame fuient le Rwanda pour l'Ouganda et notre partie dans nos collines à l'est. C'est là qu'il y a les sources, la source des problèmes. Est-ce que ceux qui accompagnent les chefs de l'État dans ces négociations ont tous les éléments qui leur permettent de défendre la cause de la RDC? Merci beaucoup, cher Marius. Monsieur Joseph Débat, votre analyse. Moi, je commence par d'abord, cher Daniel, excusez-moi, de fustiger ça, ces documents-là. C'est les documents qui ressortent de la négociation dernière du ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui du Rwanda sous la médiation de l'Angola. Mais avez-vous eu le temps de lire ces communiqués-là? C'est un torchon. Ces communiqués-là qui mentionnent, le communiqué signé le 30 juillet dernier, qui mentionne le fait qu'on allait rentrer après 4 jours, c'est-à-dire qu'on pouvait encore tuer les gens
jusqu'à les 4 à minuit hier, pour que ça rentre en vigueur, afin que nous puissions rentrer dans le cessez-le-feu. Ici, dans ce communiqué, il n'est nullement mentionné que le Rwanda était les responsables qui appuyaient la FC de Corneille Nangaa. Il est nullement mentionné que les groupes armés à l'Est étaient soutenus par le Rwanda. Mais le Rwanda accepte quoi? Le Rwanda accepte de façon limitée cette responsabilité. Nous imposant la démilitarisation des FDLR, qui ne sont pas nôtres. Les FDLR viennent du Rwanda, mais ce n'est pas nous. Et ils sont où ces FDLR? Nous acceptons ce communiqué torchon comme résultat des discussions qui doivent ressortir sur un conflit qui nous oppose à un agresseur. Tout ça, moi, je mets la faute sur ceux qui décident. Ceux qui accompagnent le chef de Vous comprenez? Ceux qui sont autour du chef de l'État. Et le chef de l'État, lui-même en personne, parce que c'est lui l'autorité suprême. En effet, on envoie des gens amateurs dans un terrain d'écaillement. Très complexe. Vous envoyez un ministre nouvellement nommé aller se confronter à James Kabarebe qui fut le chef d'État en RDC et le chef d'État au Rwanda et qui est classé parmi les militaires les haut gradés en Afrique. On s'amuse. On s'amuse parce que là, il s'agit des questions techniques et sécuritaires. On doit diligenter des personnes habilitées à pouvoir engager la République dans des discussions regardant principalement les intérêts de la République, regardant principalement l'intérêt de la nation, regardant l'intérêt principal de ceux qui meurent au jour le jour. Nous continuons à enterrer nos morts jusqu'à ce jour. Mais en même temps, nos dirigeants vont à Kisangani pour un spectacle de génocostes célébrer nos morts. Mais nous continuons à enterrer les morts. Ailleurs, sous d'autres cieux, célébrer équivaudrait, par exemple, quelque chose comme les génocides. Ça veut dire qu'on en a fini, c'est terminé, et on commémore les morts. Mais chez nous, on commémore les morts quand les morts meurent chaque jour. Quand les gens meurent chaque jour. Quand l'on tue dans presque les mêmes contrées pour les mêmes causes avec les mêmes stratégies. Si l'armée ougandaise et rwandaise et autres se sont battus sur nos terres, c'est parce qu'il y a eu intrusion ou bien appel de nos compatriotes trop propres dans cette scène. Ils s'y sont invités. Et donc, en effet, aujourd'hui, c'est attristant de voir que nous puissions aller en des négociations parce que sur terrain, on n'a pas pu prouver à suffisance c'est à quoi on est capable pour déloger l'ennemi. Il faut qu'on se le dise. Sinon, on allait finir avec la guerre à l'Est. C'est à cause des décisions politiques. Okay. Des décisions politiques teintées de tâtonnement. Des décisions politiques envoyant des gens non expérimentés faire face à des James Kabarebe. Et donc, en effet, nous pensons que la faute revient à nos dirigeants politiques. Le leadership de la politique publique en matière de la défense aujourd'hui pose problème en RDC. Okay. Mais nous voulons bien que cette guerre finisse. Nous ne sommes pas contents que nos frères à l'Est meurent au jour le jour. Les gens ne savent pas imaginer les territoires aujourd'hui qui est sous contrôle de l'ennemi. De Bunagana à Aïcha, ça c'est combien de kilomètres? Ça peut dépasser plusieurs autres nations dans le monde. Ça veut dire que c'est plus que le Rwanda, plus que beaucoup d'autres pays dans le monde. Ça veut dire que ce sont des parties de grandes étendues, aujourd'hui, contrôlées par l'ennemi. Nos FRDC ici, que je salue au passage, pour la bravoure, malgré que le traitement n'est pas bon. Ces gens nous ont défendus en 2013. Dans l'opération Pomme Orange, les mêmes FRDC sont arrivés à défenestrer l'ennemi à l'Est. Mais c'était parce qu'ils étaient entretenus et accompagnés par les dissidents politiques. À l'époque, le président Matata Ponyo, aujourd'hui président de notre parti politique, le président Kabila, Joseph Kabila, les sénateurs à vie, mais aussi le général Didier Etumba, aujourd'hui, qui est aujourd'hui dans la réserve de la République. Pourquoi on ne fait pas appel à celui-là? Pourquoi on ne nomme pas le général Didier Etumba ministre de Défense? Lui qui a mené l'opération Pomme Orange à l'Est à l'époque en 2013. Pourquoi on ne les nomme pas? Mais on prend par contre un directeur général du journal officiel et il devient bombardé. Un médecin de surcroît, il devient directement... Écoutez, ça c'est comme une comédie. On est en train de s'amuser alors que les choses sur terrain sont réelles. Un médecin
qui quitte le journal officiel pour être directement bombardé ministre des Défenses. Sous d'autres cieux, le changement d'un ministre des Défenses, c'est quelque chose de pas facile. Mais aussi, on ne met pas n'importe qui, on met un expérimenté. C'est comme ça que je vous dis que la responsabilité doit être endossée par nos dirigeants parce que les personnes dont sont placées dans ces postes ne reflètent pas vraiment la qualité de ce qu'on veut pour se dire être un pays en état de guerre ou un pays agressé. Un pays agressé où les militaires revendiquent à manger, ils sont abandonnés au champ militaire. Vous voulez qu'ils donnent quel résultat? Alors qu'ici à Kinshasa, nous construisons U-Arena qui coûte plus de 100 millions de dollars. Et les 100 millions ne suffisent pas. Autour de ces 100 millions, il y a encore des tournements. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Ce pays, pour que nous puissions aller de l'avant, je l'ai dit souvent et je le répète aujourd'hui, il nous faut avoir des animateurs politiques dans des institutions afin de prendre des décisions, des animateurs de qualité, allais-je dire, dans des institutions pour prendre des décisions idoines. Des décisions qui, n'est-ce pas, reflètent la dimension de la passion qu'on a à servir la nation pour aboutir à des résultats escomptés. En termes de programmation, Madame Souminois avait prévu quoi pour la défense? Vous voyez que même dans l'ordre des priorités, Madame Souminois a tablé sur les sociales alors que la défense avait la prépondérance. Aujourd'hui, elle est là dans la défense alors que déjà son programme, c'est mort. Où en sommes-nous avec la procédure d'assainissement du climat des affaires pour la création des emplois? Parce qu'on ne peut pas créer des emplois dans un pays en guerre. On ne peut pas créer autant d'emplois, 6 400 000, dans un pays agressé où il n'y a pas de sécurité. Dans un climat d'insécurité, les investisseurs étrangers ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas risquer leurs fonds. Mais quels sont les efforts déployés jusqu'à ce jour par le gouvernement en place afin de rassurer le peuple de l'autorité et de la protection de l'État? Parce que pour être une nation forte, il y a 3 choses, disait Matata Ponyo Mapon. Il faut que ce soit un État programmateur, c'est-à-dire dans la planification, les priorités, le sens des priorités doit primer. Deuxièmement, ça doit être un État protecteur, parce que sans la protection, on ne sait même pas réaliser quelque chose. Ça, c'est le rôle d'ailleurs primordial de l'État. Et puis, un État producteur, c'est-à-dire qu'un État qui est à mesure de produire. Mais vous n'allez pas me dire encore ici que la RDC produit quoi de fierté aujourd'hui en Afrique. Nous avons un État qui aujourd'hui accuse la faiblesse. Et même dans les négociations, et ça fait mal parce que par moments, nous oublions que nous avons affaire à la vie des Congolais. Nous avons affaire à la terre des ancêtres nous donnés. Nous avons affaire au destin des grandeurs. Et donc, en effet, nous devons aujourd'hui avoir exclusivement des gens compétents à la tête des institutions définissant ainsi la force et le progrès. Très bien, merci beaucoup. Cher Joseph Edeba, qui interpelle les autorités par rapport à ces négociations qui semblent être floues de la part face à un certain les ténors, les gens avec qui la RDC négocie et nos représentants qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à répondre aux critères et capacités nécessaires. Alors, cher Marius, parce que nous tendons petit à petit vers la fin, qu'est-ce qui doit être fait? Quels sont les préalables que vous pensez que pour mettre fin à la guerre, on doit y pencher? Permettez-moi de revenir sur ce que mon collaborateur ici venait d'évoquer, de très capital. Dans le communiqué, le gouvernement congolais accepte, n'est-ce pas, de traquer qui est d'abord cessé des faits, de part et d'autre. Mais les conditions, c'est quoi? De traquer le FDLR. Oui. Donc les intérieurs qui se sont enfouis il y a près de 30 ans dans nos forêts. Vous savez qu'en 1996, lorsque Afdel entre avec l'accompagnement de l'armée rwandaise, les Rwandais ont poursuivi ces réfugiés-là dans nos forêts. Ils les avaient massacrés. Rappelez-vous de massacre de Tingi Tingi. Plus de 200 000 Hutus rwandais ont été massacrés. N'est-ce pas? Donc, ils ont fui, on les a poursuivis dans des endroits là dont on ne sait pas contrôler. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais accepte de les rapatrier en quelque sorte. Est-ce qu'il les a déjà localisés? Est-ce qu'ils connaissent s'ils existent en réalité? Et là, c'est à l'IDP, on avait parlé de la théorie des bonbons, si vous vous rappelez très bien.
Et cette théorie-là a été bien comprise par Kagame. Aujourd'hui, le gouvernement congolais ne gère de négocier avec Kagame. Et ils sont en négociation et ils acceptent l'inacceptable parce que les FDLR là, le Congolais, le gouvernement congolais ne sait pas les identifier, ne sait pas aujourd'hui les situer. Parce que ceux qui sont aujourd'hui, c'est l'œuvre encore de l'armée rwandaise qui les avait fait enfouir dans le fin fond de nos villages. Ils vont les amener où? De l'autre côté, Nanga et le M23 se disent déjà que non, cette négociation-là ne nous concerne pas. Alors, moi, je soutiens encore que notre armée puisse pourchasser, en attendant que nous sommes en train de négocier avec les Rwandais, parce que le M23 et Nanga, ils ne se retrouvent pas dans cette négociation-là. Ils ne sont pas sur la table de négociation, alors que notre armée puisse les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ouais. Parce que ces rebelles-là, ils se diront que non, nous ne sommes pas concernés par ces négociations ici. Alors, il nous faut encore notre négociation. Et pourtant, Kinshasa se disent niet, pas avec les rebelles, mais plutôt avec ceux qui vous soutiennent. Alors, plus on avance avec des négociations diplomatiques, qu'on y va avec aussi sur le front de guerre. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Monsieur, je l'avais dit ici, qu'on organise notre armée, qu'on donne à l'armée les moyens nécessaires. C'est ce qui est en train d'être fait. Alors que le détournement à Kinshasa, n'est-ce pas, continue à battre son plein. Il n'y a pas récemment ici, il y a un scandale au ministère des Finances. N'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps ici à la Banque centrale, on vient d'accuser des gens qui sont complices. Et des conditions comme ça ne nous fait pas respecter aux yeux de la communauté internationale. C'est pourquoi les yeux sont rioués toujours vers le Rwanda. Pourquoi les multinationales soutiennent la rébellion? C'est parce qu'ils savent que non, avec la rébellion, ils ont la facilité d'avoir accès à nos minéraux. Que quand ils viennent au Congo, c'est la corruption. Il faut donner, par exemple, vous venez investir $1 milliard au Congo, on vous demande de donner 10%. Et des taxes qui vous asphyxient. On doit réorganiser notre système fiscal. On doit réorganiser notre système économique pour faciliter à ce que tous les investisseurs viennent passer par la grande porte. Et si on arrivait à organiser ce système-là, que les investisseurs viennent passer par la grande porte, vous verrez que la pression de guerre qui est à l'Est va cesser. Mais tant que nous serons dans les détournements à Kinshasa, dans l'impunité, dans la corruption, je vous dis que la situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui restera intacte. Donc, donnons la force à notre FARDC, combattons l'injustice, combattons les détournements, combattons la corruption et vous allez voir que non, il y aura une lueur d'espoir et nous serons respectés. Quand vous regardez le rapport de transparence internationale, vous regardez l'indicateur IDH, indicateur de développement humain, et tant d'autres indicateurs, vous allez voir que notre pays est au bas de l'échelle. En termes de corruption, nous sommes en haut de l'échelle. Ouais. Et les gens, ils regardent tout ça. Les investisseurs, ils regardent tout ça. Ils se disent, non, ce pays ici, non, ça ne vaut pas la peine d'aller là-bas. Venir à la grande porte. Venir à la grande porte. Mais quand ils regardent, par exemple, l'IDH du Rwanda, quand bien même c'est masqué, parce que la réalité du Rwanda n'est pas connue, ils se disent que non, mais quand même il y a de l'espoir ici. On passe par là. Donc, qu'on organise à l'interne. Et c'est là qu'on attendait le président Félix Tshisekedi lors de son arrivée au pouvoir. Parce que nous avions combattu le pouvoir de Kabila. Nous avions décrié la gestion de Kabila. Et on croyait que l'avènement de notre gouvernement allait, n'est-ce pas, soulager tant soit peu la situation qu'on vivait au pays. Mais l'arrivée du pouvoir actuel, ça a encore empiré la situation. Parce que quand vous regardez le pouvoir d'achat des Congolais, le taux, n'est-ce pas, de chômage au Congo, la fluctuation de notre monnaie, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que rien ne marche. Rien ne va et la vie est devenue intenable au pays. C'est pourquoi, messieurs les journalistes, je suis fier d'avoir soutenu Dr Denis Mukwege, de l'avoir accompagné. Parce que Dr Mukwege a fait un bon diagnostic quant à ce qui se passe au pays. Et il a proposé les remèdes, les problèmes qu'il a proposé de mettre les trois fins, de mettre fin à la guerre, de mettre fin à la famine et de mettre fin au vice. C'est le remède qu'il faut pour le pays. Mais malheureusement, presque 6 ans aujourd'hui, nous sommes en train de tourner à rond. Et la situation s'est empirée. Très bien. Merci beaucoup, cher Marius, pour votre analyse. Alors, cher Joseph,
À quoi peut apporter? Parce que M. Marius évoque beaucoup plus les problèmes internes. Alors, que dire de ce double langage des communautés internationales? Nous sommes... C'est pas la première fois qu'on se retrouve à Luanda, des négociations à négociations. Pourquoi ils maintiennent cette démarche? Vous savez, je vais commencer par évoquer d'abord ce que Desmond Tutu a dit. Okay. En période de crise, en période d'oppression, c'est lui qui ne dénonce pas l'oppression est du côté de l'oppresseur. Je vais avancer pour dire que ce qui nous arrive, si aujourd'hui nous allons des arrangements, négociations et tout, c'est parce que nous accusons une faiblesse en ce qui concerne la diplomatie de nos gouvernants. Je l'ai dit ici parce que Bonaparte, Napoléon disait, la paix se doit d'être victorieuse. La paix, on ne la négocie pas comme ça. Finalement, on est au bas de l'échelle. Nous ne sommes pas bien positionnés pour négocier la paix. Voilà pourquoi le Rwanda, dans ses communiqués, nous impose une police de négociation. C'est parce que les dirigeants politiques ne font pas face à la qualité de la négociation qui doit vraiment apporter la paix. Et cette qualité-là, c'est quoi? C'est la force de feu sur terre. Nous devons être forts parce que cette guerre ne se passe pas au Rwanda. Ça se passe dans nos territoires. Les Rwandais se donnent même le luxe de venir combattre les FDLR dans nos territoires pour éliminer la menace, soit-il, de leur pays. Mais ça aussi, c'est parce que nous avons des dirigeants qui se sont habitués à des attaques verbales, à des langages avec légèreté. Vous allez vous souvenir ici que le président Félix Antoine Tshisekedi a dit qu'il allait se servir même des FDLR pour déloger Kagame de son pouvoir. Mais les Rwandais l'ont pris avec considération. Les Rwandais l'ont pris avec considération. Voilà pourquoi ils exigent la démilitarisation de ces gens-là. Mais ça se passe où? Ce n'est pas au Rwanda ni en Ouganda, mais en RDC. Chers frères, ici, il est nécessaire de proposer, après avoir critiqué, une solution. Allez-y. Les vraies solutions ici ne vont pas venir des Nations Unies. Les Nations Unies nous ont clarifié dans le rapport de 2002, je pense, que le Rwanda était derrière les groupes armés à l'est du pays. Et c'est connu de tout le monde. Qui ne le connaît pas? Même les Rwandais savent eux-mêmes qu'ils sont derrière tout ce qui se passe pour des ambitions expansionnistes, de récupérer nos terres, de les exploiter pour assainir et étoffer leurs économies. Mais qui ne le sait pas? Tout le monde le sait, même la communauté internationale le sait. Encore une fois, en 2022, il y a eu un rapport qui atteste que c'est le Rwanda et les pays voisins qui soutiennent ces groupes rebelles. Mais c'est vrai, c'est connu de tout le monde. Ce qu'il faut faire ici, c'est de s'enlever dans notre tête et notre pensée qu'il y aura une armée étrangère X et Y qui viendra nous asseoir notre pouvoir et nous valoriser face à ces pays voisins qui nous agressent. Il nous faut nous doter des capacités dissuasives. Dans notre armée, il faut nous équiper de manière à dissuader quiconque oserait, parce que la menace peut venir de partout. Ça peut venir de l'Ouganda, ça peut venir de Centrafrique, ça peut venir même de Congo-Brazzaville. Il faut être prêt à faire face à tous ces 9 voisins. Et pour faire face à tous ces 9 voisins, peu importe le temps, il nous faut être à mesure de défendre notre patrie. Et ça doit passer avant tout, avant que nous puissions parler emploi, avant que nous puissions parler routes et infrastructures industrielles. Il faut tabler sur notre notoriété à pouvoir défendre notre intérêt général, mais aussi notre patrie. Je vais parler ici de la proposition courte à faire. Allez-y. Il faut restructurer l'armée. Restructurer l'armée, envoyer nos militaires, former des militaires, recruter des militaires. Cette politique-là doit être une politique où on recrute des diplômés, des gens qui savent quelque chose, qui vont dans des centres de formation modernes dans le monde, comme a fait la Chine, afin d'apprendre l'utilisation de la nouvelle technologie, parce que la guerre aujourd'hui a changé des camps. Ce n'est plus seulement les AK-47 en main. Il y a beaucoup des éléments qui rentrent en ligne de compte, notamment la guerre d'Internet, notamment la guerre technologique. Tout ça, on doit remettre à niveau beaucoup dans notre armée. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, il faut l'équipement, mais les matériels de qualité. Sans ces matériels de qualité, on ne sait pas appuyer la logistique conséquente de l'armée à pouvoir nous revendiquer nos territoires, par exemple.
Parce que vous avez entendu récemment ici, le Rwanda a brouillé quelque chose à Goma. Mais ça, c'est la guerre technologique. Oui. Et nous devons être à mesure, non pas seulement de nous plaindre, comme on le fait régulièrement, mais de réagir, d'anticiper. Parce que gouverner, c'est prévoir. Voilà pourquoi il faut équiper conséquemment l'armée des matériels, des armes nouvelle génération afin de défendre notre patrie. Troisièmement, il faut tabler sur la discipline. Cher Daniel, vous savez, le Vietnam a prouvé au monde qu'avec la discipline, mais un petit nombre de gens, on peut défaire des grandes armées. Les États-Unis ont souffert au Vietnam. Pourquoi? Parce que les Vietnamais étaient préparés à la réalité de la guerre face aux États-Unis. Et ils en ont souffert. On n'a pas oublié la guerre de l'Afghanistan. Oui. Les Américains sont sortis comme ça avec la honte parce que les Afghanistans n'ont pas blagué. Ils se sont préparés nos conditionnements à la guerre. Ça veut dire qu'il faut une discipline pour notre armée. Ça permettra à ce que nous puissions éviter les détournements de fonds liés à tout ce que les fonds à payer les militaires et tout au champ de bataille, les équipements et tout. On va réduire. Et au-delà de ça, il faut ajouter un renseignement de qualité. Parce qu'une guerre peut être évitée, une guerre peut commencer, comme une guerre peut finir avec seulement les renseignements de qualité. Et donc, en effet, il faut vraiment restructurer afin d'exfiltrer, comme infiltrer, ce qui constitue la menace pour la République démocratique du Congo. Enfin, je vais finir. Vous savez, tout le monde connaît qu'on est agressé. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de se dire que nous sommes les seuls responsables face à notre destin et à notre loyauté. Pour défendre notre patrie, ce n'est pas un voisin qui viendra du Centrafrique ou bien du Congo-Brazzaville pour venir défendre les Congolais comme eux-mêmes peuvent le faire mieux. Merci. Je pense ici, en somme, ce qui manque à nos gouvernants, c'est un leadership de qualité et une gouvernance de qualité transformateur, une gouvernance qui transforme mais qui va aussi agir de manière à nous amener vers les actions qui vont directement pour produire des résultats, des actions axées sur le résultat. C'est ce que nous voulons. Mais cependant, avec nos gouvernants en place, ce sont que des déclarations. Le ministre de la Défense, déclaration. La première ministre, déclaration. Le président, déclaration. Finalement, le peuple meurt chaque jour. Et ça nous dérange. Comme vous n'avez pas idée. Merci. Merci beaucoup, cher Joseph Edeba. Alors, cher Marius, nous tendons vers la fin des minutes. On retient quoi? Ouais. Monsieur le journaliste, je ne saurais pas quitter sur ce plateau sans rendre hommage, n'est-ce pas, aux victimes de ce qu'on appelle génocauste, génocide lié aux gains économiques. Et c'est par là que je donne encore raison au docteur Denis Mukwege, parce que depuis qu'il est en action, qu'il est en activité, il a porté si haut les rapports mapping. Ces rapports qui retracent tous les événements, n'est-ce pas, de crimes dans notre pays. Il a même demandé, il a même proposé, en fait que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Il est allé au-delà, demander à ce qu'on puisse établir dans notre pays ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Cette justice-là qui veut savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qui demande, après avoir connaître la vérité, de passer à un jugement de tous ceux qui ont participé au crime, mais également la réparation. Et je suis aujourd'hui fier encore parce que tout ce que le docteur Denis Mukwege a proposé, tout ce que Denis Mukwege demande, c'est ce que Mme Souminoa a dit dans son discours à Kisangani. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement, il est plus que temps d'approcher le docteur Denis Mukwege, qui a déjà beaucoup travaillé, qui est déjà avancé en la matière, en fait qu'il puisse donner des stratégies. Parce que lui, il travaille pour la nation, il travaille et il travaillera toujours pour la nation. Il a de l'expérience, il a de la connaissance en la matière. Et je déplore aujourd'hui parce que l'Ouganda a été condamné à payer 325 millions de dollars pour les atrocités qu'on a connues pendant la guerre de 6 jours. Et l'Ouganda a déjà commencé à payer. Il a payé la première tranche de 65 millions de dollars. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, messieurs les journalistes, les victimes n'ont jamais été indemnisées. Les maisons qui ont été détruites, parce que cet argent-là a été payé pour indemniser les victimes et construire, n'est-ce pas, les biens qui ont été détournés. Rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Alors, la meilleure façon, n'est-ce pas, d'honorer nos compatriotes qui ont parti, c'est de leur rendre justice, n'est-ce pas, et aussi d'indemniser les familles. La date du 2 août, c'est la date que l'RCD commémore, n'est-ce pas, son anniversaire, la date de la création du RCD.
Or, les RCD et les MLC, ce sont ces deux belligérants qui avaient invité l'Ouganda et le Rwanda sur notre territoire. Alors, moi, je pense qu'on devrait trouver une autre date pour célébrer nos morts. Alors que, jusque-là, ce n'est pas le cas. Ça ne vaut pas la peine de mobiliser plus de 20 membres du gouvernement. Et parmi ces gens qui ont été à Kisangani, beaucoup faisaient partie de ces rébellions-là. Et ça, le Kola Bandoki, oh, il y a Bomi Moutou, après, il y a Liboso, on se moque de qui? On se moque de qui? On œuvre vraiment à ces familles-là qui ont perdu le leur, ceux qui sont des victimes directes de ces affaires-là. Nous leur transmettons notre force, nous leur transmettons nos compassions et que le gouvernement puisse prendre à main cette affaire-là des afro, je ne sais pas encore le nom de cette structure-là, qui était chargée de payer ou bien d'indemniser ces victimes-là. Et donc, moi j'avais 30 secondes. En 30 secondes, je salue la mémoire de Mamadou Ndala, qui est un héros pour nous. Il a travaillé, il a démontré c'est à quoi ressemble le patriotisme, ce qui nous manque aujourd'hui. Mais aussi, il faut préciser une chose. On ne célèbre pas les morts dès lors qu'on les enterre encore. On ne peut pas parler des génocaustes aujourd'hui alors que les gens meurent dans presque la même situation et les mêmes contrées jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons à enterrer nos frères. Nous continuons à perdre les territoires. Comment célébrer les génocaustes comme il se doit? Parce que la guerre est loin d'être finie. La guerre aujourd'hui nous amène à perdre des territoires comme hier. Les territoires, la cité d'Ishasha a été récupérée par... Mais ça, c'est un indice qui démontre que nous ne pouvons pas nous mettre déjà dans la position de célébrer nos... On continue à enterrer les gens. Il faut agir, il faut des représailles, il faut inverser la chose de manière à ce que la vraie paix soit trouvée. Et comme je vous ai dit, Napoléon Bonaparte le martèle bien, qu'il n'y a pas de paix sans guerre. La paix doit être victorieuse. Il faut se battre. Et il faut défaire l'ennemi. Donc c'est ce que je peux dire en définitive. En conclusion, merci. Merci à vous, chers messieurs, pour vos interventions. À vous, mesdames, messieurs, chers internautes et téléspectateurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Le plaisir était pour moi d'être avec vous. Je vous retrouve demain à la même heure et la même détermination. Je vous dis au revoir.